On continue de parler un peu de la Guinée où l'opposition a reporté sa manifestation en raison justement du début des examens pour le passage au niveau du collège. Donc le débat était justement sur la possibilité pour cette opposition de battre Alpha Condé dans les urnes. Je serais d'accord avec Firmin lorsqu'il dit que, comment l'appelle-t-on, quand il dit que une frange partie de l'opposition, des membres de l'opposition n'ont pas la carte d'électeur, mais je lui dis aussi que qu'est-ce qui fait le braquage et le blocage électoral? En fait, vous avez des gens avec vous, vous pensez qu'ils sont vos militants, ils ont effectivement, vous les avez amenés à avoir des cartes, même à leur donner même des cartes fictives. Rien ne prouve qu'ils vont vous voter. D'accord? C'est la preuve, c'est pourquoi lorsqu'il faut donner les résultats, compiler les résultats, d'abord déjà, on constate au cours des votes multiples, d'accord? Mais même quand nous allons dans le décompte, est-ce que vous voyez? Quand nous allons dans les décomptes, les gens ne donnent pas la transparence, n'est-ce pas, des urnes. Ce qui dit que même le parti au pouvoir qui prétend avoir la majorité n'a pas confiance en cette majorité. Est-ce que vous voyez? Moi, vous connaissez beaucoup de cas où on ne peut même pas aller terminer le décompte dans les urnes et à proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote pour qu'on sache vraiment si vous avez gagné. Mais est-ce qu'il existe un pays où on proclame les résultats comme ça? Ça n'existe n'existe pas. Oui, un pays où on les proclame. Excusez-moi. Moi, je vais juste donner un exemple. Si on devait proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, ça prendrait peut-être 3 jours. Oui, mais je dis que 3 jours pour faire la transparence, l'accessibilité. Est-ce que ça existe? Attendez. Les résultats sont affichés bureau de vote par bureau de vote déjà. Bureau de vote. Oui, excusez-moi. Quand on dit afficher ou bien donner les comment on l'appelle? On rappelle que les dépouillements et autres sont publics. Oui, mais il faut un minimum. Il faut un minimum de transparence. Laquelle, par exemple? Il faut que les gens regardez. Tout ce qu'on voit, c'est qu'à la fin du processus, devant tout le monde, on renverse les bulletins, on les compte, tout est marqué au tableau. Est-ce qu'il y a plus de transparence que ça? Attendez, je donne le cas du Togo, pour la dernière élection, où les résultats tombaient, même jusqu'au moment où les gens ont dit même que l'opposition est en tête avec surtout les... Et à un moment donné, les zones les moins peuplées ont fait... disons, on fait balancer, par exemple, les résultats. Oui, parce que les gens, justement, s'arrêtent à la capitale, le pays ne s'arrête pas là-bas. Non, et vous avez vu les résultats, tout ce que nous avons reçu comme message de part et d'autre, même à un moment donné, je peux dire que comment l'appelle-t-on, l'appareil électoral a dû... disons, arrêter, bloquer certaines choses pour qu'on ne puisse pas avoir les vrais résultats des urnes. Et quand vous dites 3 jours... Vous êtes persuadé qu'il y a des fraudes organisées, c'est ça? Non, que le pouvoir organise des fraudes. On est sur le terrain, on voit ce qui se passe. Moi, les élections, je suis les élections, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis des années que je suis les élections. Et la fraude électorale est devenue, disons, c'est même la base des victoires de nos présidents. Et Firmin a toujours dit que l'homme a tout. L'homme a la CENI, l'homme a la Cour constitutionnelle, l'homme a tout en main. Donc il ne peut jamais perdre des élections. Oui, attendez, je vais vous répondre. Le débat va devenir passionnant. Vous savez, avant, moi, j'écoutais quand les gens parlaient de fraude, je me disais peut-être qu'ils ont raison. Mais depuis un moment, quand on parle d'élections truquées, moi je me dis c'est une fuite en avant, c'est parce qu'on ne veut pas être responsable. Firmin, parce que vous avez parlé, laissez-moi parler. Vous avez parlé. Vous êtes en train de dire. Oui, vous avez parlé, laissez-moi parler, s'il vous plaît, Francisco Nampokura. Moi je me dis que les gens ne veulent pas être vraiment responsables. Regardez, même puisque vous avez effleuré le Nord-Togo, je vais vous répondre. Quand on organisait des élections, quand on organisait des meetings ici,
l'opposition organisait des meetings en 2017, en 2018. En ce moment, les gens leur disaient, mais vous êtes à Lomé, vous prenez tout vos temps pour organiser des meetings, des rencontres ici, pour occuper la rue. En ce moment-là, unir le parti au pouvoir était dans les contrées, dans les régions les plus reculées, pour sensibiliser, pour appeler à voter pour des échéances futures. L'opposition était en train d'organiser des meetings pour dire oui, il y a des gens qui sortent pour nous, alors qu'au finish, on n'aura aucun résultat. Deuxième chose, puisque nous parlons toujours technique, techniquement difficile pour les oppositions africaines de gagner facilement. Parce que ce que nous voyons au Togo, des gens sont là, mais ils n'ont pas de représentants dans tous les bureaux de vote. C'est déjà un élément fondamental. On n'a pas tout d'abord assez d'effectifs pour couvrir tous les bureaux de vote, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Deuxième chose, on n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez d'argent pour payer, pour assurer le minimum vital à ceux-là qui sont des représentants dans les bureaux de vote. Maintenant, écoutez, je continue. Parce que ici, il est en train de nous parler, il est en train de dire tout ce que j'ai dit ici. Non, il est en train de le redire. C'est-à-dire que attendez, vous êtes en train de nous dire que dans nos élections, c'est parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de personnes, de représentants. Donc, tout ce qui se fait, c'est la fraude. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, ça veut dire simplement que l'opposition n'a pas de moyens. L'opposition n'a pas de moyens pour gagner. Pour gagner, c'est quoi? Il faut être sur le terrain. L'opposition n'a pas de moyens pour faire des campagnes, des pré-campagnes, comme le parti au pouvoir le fait. L'opposition n'a pas de moyens en termes d'effectifs. En termes d'effectifs, pour être présent. Regardez par exemple, vous savez ce qu'on reprocherait actuellement à Agbomey Kodjo. Agbomey Kodjo avait promis une victoire. Si victoire, elle doit exister. À midi, à tous les Togolais. À midi, le 22 février. Mais qu'est-ce que ces proches lui reprocheraient? On dit jusqu'à midi, mais il n'y a aucun résultat ne tombait. Parce qu'on s'est rendu, qu'on s'est aperçu au finish que Agbomey Kodjo n'avait pas assez de représentants dans des bureaux de vote. Donc, on peut venir devant les caméras pour dire on nous a volé, mais on n'arrive même pas à collecter ou à compiler tous les résultats. Quand vous empêchez, personne n'empêche qui que ce soit. Personne n'empêche qui que ce soit. Personne n'empêche qui que ce soit. Maintenant, je retourne en Guinée d'abord. Quand vous empêchez. Personne ne vous empêche. Oui, prenez la Guinée. Après, vous avez dit quelque chose. Que la Guinée, on amasse des foules. On amasse des foules. Pourquoi ne pas aller aux élections? Je dis que quand l'appareil électoral est confisqué par un camp, est-ce que vous pensez qu'il est techniquement possible d'organiser de la fraude lorsque, de façon flagrante, on voit des résultats où véritablement le vote penche en faveur de X ou Y? Mais écoutez, si le Sénégal, attendez, si le Sénégal, il y a eu alternance avec Wade, c'était d'abord parce que les médias, par exemple, justement, au Sénégal, c'est une particularité. Les médias peuvent communiquer. Mais attendez, le Sénégal, c'est un pays franc. Le Togo, pourquoi on ne peut pas le permettre ailleurs? On parle de la Guinée. On parle de la Guinée. Ce que j'ai dit. On peut donner les résultats. Il faut aussi beaucoup de responsabilité, de maturité de la part des médias. Oui, mais les médias sénégalais. Les médias sénégalais, vous voulez confier ça à qui quand vous avez des médias qui sont, j'allais dire, bipolarisés, tel est de tel camp, tel est de tel autre camp. Vous êtes sûr que ces médias peuvent eux-mêmes manipuler des résultats? Nous sommes dans les mêmes contextes. Le Bénin, le Sénégal comme le Togo. Moi, je ne vois pas en quoi la presse sénégalaise, peut-être que les gens sont mieux payés que ici. Ça, ce n'est pas faux. Au niveau de la presse togolaise. Mais en termes de qualité de travail, les Togolais se battent. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que moi je condamne, tout ce qui se passe autour des élections, la fraude électorale, si on arrive à bannir, même si je n'ai pas mon représentant dans un bureau de vote, ce n'est pas une raison pour, par exemple, filmer qui est de l'autre côté, n'est-ce pas, de ne pas dire que monsieur, vous avez gagné. D'accord. Non, mais ça vient de poser une question pertinente. Regardez, supposons, imaginons que l'opposition a 60%. Est-ce qu'il est tellement possible, est-ce que c'est tellement possible
d'arriver, de mettre en place des mécanismes pour renverser et jusqu'à redonner peut-être 30% à l'opposition et avoir les 70%. Vous ne connaissez pas nos pays. Écoutez, moi je dis simplement... C'est le procès d'intention. Non, moi je fais simplement... Francisco Napokura. La preuve lui-même, il a dit ici que c'est dans la Diallo. Diallo ne gagne pas parce que c'est la France qui a placé Alpha Condé et il est là. Ça veut dire que même si on gagne Alpha Condé, le résultat est toujours renversé. Est-ce que vous voyez? Mais attendez, Firmin, je vais vous confier des recherches sur la fraude électorale au Togo et vous saurez de quoi je parle. Donc, cette histoire d'élection dans nos pays francophones, on va refermer cette page. On dit de l'élection encore quelques mots. L'élection transparente, c'est tout. Oui, moi je dis simplement que c'est trop facile de crier à la fraude. Si on veut gagner une élection, on se prépare. On se prépare depuis le début du quinquennat jusqu'à la fin du quinquennat. On se prépare pour avoir des moyens, on se prépare pour avoir des ressources humaines. Du moment où nos oppositions, la plupart de nos oppositions ne veulent pas se battre pour avoir des moyens, ne veulent pas se battre pour avoir de l'effectif, des ressources humaines, je pense qu'il leur serait difficile de gagner. Le reste, c'est une fuite de responsabilité. Passons, si vous permettez, Francisco, il y a la Côte d'Ivoire aussi à aborder et on est sur le même registre quasiment. Il y a Francisco, si vous permettez, il y a la Côte d'Ivoire à aborder, on sera sur le même registre quasiment. En Côte d'Ivoire, plus de 900 000 nouveaux électeurs ont été inscrits sur les listes électorales, portant le nombre total d'électeurs inscrits à 7,5 millions de votants pour le compte de la présidentielle d'octobre prochain, après le traitement des données de l'opération de révision des listes menée du 10 juin au 5 juillet. Le nombre de nouveaux électeurs inscrits s'élève à 904 956, portant le total d'électeurs inscrits à 7 500 000, a déclaré Ibrahim Koulibaly Kuibert, le président de la commission électorale indépendante, lors d'une conférence de presse. Et il faut le préciser, ça c'est un bon quantitatif dans cette révision, puisque généralement en Côte d'Ivoire, les révisions se font chaque année et ne mobilisent pas autant. Celle de 2018 avait mobilisé que 277 000 nouveaux électeurs. Mais, Francisco, la population ivoirienne est de 25 millions d'habitants. Lorsque on a 25 millions d'habitants, techniquement, pour dire qu'une liste électorale est acceptable, on devrait se retrouver à quel chiffre si tous ceux qui sont en âge de voter décident de s'inscrire? Si tous ceux qui, disons, qui ont l'âge de voter s'inscrivent... pour une population de 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants, attendez, j'oublie un peu, mais... Peut-être 10 non, 10%. Non, 10 millions d'inscrits. Oh là là. Là, je suis je sais qu'il y a des statistiques pour... Il y a des statistiques, mais... Par exemple, au Togo, on dépasse même la moitié de la population en termes d'inscrits. On trouve que c'est anormal. Ça ne devait même pas atteindre la moitié. Oui, parce que souvent la population électorale, je crois que c'est légèrement inférieur à la moitié. Oui, pas quand même... Pas trop, peut-être 40%. Parce qu'il y a les enfants qui sont souvent nombreux, et puis la population en âge de voter, je crois que c'est autour de 40%. Donc ici, 7 500 000, ça vous paraît raisonnable comme inscrit sur les listes électorales? 7 millions, sur 25 millions. Sur 25 millions, bon... ou trop peu? Parce qu'avant, c'était moins que ça. Avant, ils étaient autour de 5 millions et quelques. Oui, sinon 7 millions est quand même un peu dans les fourchettes des 40%. Donc ça a fait autour de 30%. Oui. Mais... Parce que 7 millions, c'est peu. Voilà, le problème de nos pays, c'est ça. Pourquoi minimiser la taille de la population. Est-ce que vous voyez, la taille de la population, quelque part, a été minimisée. Je ne sais pas pour quel but,
et c'est ce que l'opposition conteste, qu'il y a souvent, comment l'appelle-t-on, des gens fictifs dans la liste électorale et aussi des doublons qu'il faut enlever pour rendre un fichier électoral très crédible. Voilà. D'accord. Alors ici, c'est vrai qu'on parle de 25 millions à la population ivoirienne, mais il y a une précision qu'il faut faire, ce ne sont pas 25 millions d'Ivoiriens, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, il y a également de très jeunes personnes qui n'ont pas encore 18 ans, et il n'existe pas en Côte d'Ivoire de statistiques récentes et fiables sur le nombre exact d'Ivoiriens majeurs. Donc, on peut toujours s'interroger, si on a 25 millions, on ajoute les étrangers, je pense qu'il y a même près de 3 millions de Burkinabés au niveau de la Côte d'Ivoire, donc une population étrangère très importante qui ne peut pas voter. On ne sait pas exactement à combien se chiffrent les véritables Ivoiriens, donc 7 millions, on peut considérer que c'est trop ou c'est trop peu? Moi, c'est trop peu. La population électorale, on pense qu'on peut l'estimer à peut-être 10 millions, 12 millions. 10 millions, légèrement en bas de 50%. Mais bon, on dit ça. Mais ça va être 50% de la population. Oui, légèrement en bas. C'est-à-dire, quand on dit souvent que la population électorale, c'est presque la moitié ou inférieure à la moitié de la population. Donc, si on fait ce petit calcul-là dans ce contexte... Alors, peut-être, mettons que la population, c'est-à-dire les Ivoiriens, sont 18 millions. Les Ivoiriens sont 18 millions... 18 millions, au moins jusqu'à 20 millions peut-être. On peut accepter. On parle de 3 millions pour les Burkinabés seulement qui sont présents là. Si on met tous les autres qui sont là, parce que la Côte d'Ivoire est un peu comme un Eldorado pour beaucoup de personnes aussi. Peut-être 8, 9. On peut aller à 8, 9, 10. Moi, je table sur 10. Sur 10 millions. La population électorale peut aller jusqu'à 10 millions. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'opposants qui ne se sont pas inscrits aussi. Il y a beaucoup d'opposants qui ne se sont pas du tout inscrits. On ne doit pas perdre ça de vue. Si on avait permis, si l'opposition n'avait pas boycotté à l'époque, je pense qu'on serait déjà à 9 millions. Et c'est parce que ceux-là qui sont sortis, la plupart sont des proches. Ce sont des pro-Ouattara. Et ce sont eux qui sont sortis. Donc aussi, les pro-Ouattara peuvent être à 7 millions et peut-être quelques bribes de militants d'opposition. Donc, on peut aller jusqu'à 9-10 millions. Moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à 9-10 millions si le jeu était vraiment clair et l'opposition n'avait pas boycotté à l'époque. Alors, sauf que donc, maintenant, on est à 7 500 000. Alors, généralement, quand on fait les révisions chaque année, il y a autour de 250 000 inscrits. Cette année, on est allé jusqu'à plus de 900 000. C'est vrai que tous les partis d'opposition ont appelé les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Ça peut faire bondir le chiffre de cette manière? Oui. Il y a des fois, souvent les premières révisions, il y a parfois des hésitations. Des hésitations. Mais après, ça peut être rattrapé. Parce que cette révision, si elle a été exceptionnelle, de report en report, on atteint pratiquement 3 semaines de révision. Voilà. Et des fois même, comment l'appelle-t-on, il y en a qui, malgré les révisions sur révision, qui n'arrivent jamais à s'inscrire. Et de toute façon, on n'a jamais 100% d'inscrits. Voilà. Lorsque, dans certaines zones, parfois, lorsque on veut verrouiller l'appareil, on fait tout pour ne pas enregistrer des gens dans certaines zones afin de les priver de leur droit de vote. Donc, c'est le manque, comme on le dit, c'est le manque de transparence et de bonne foi dans nos processus électoraux qui font que souvent ces genres de choses. Pourquoi nos pays n'arrivent pas à copier les bons exemples, c'est-à-dire avoir un état civil dynamique, et lorsque l'âge arrive, systématiquement, peut-être sa carte d'identité ou la carte d'électeur, voilà, le délivrer automatiquement. Le délivrer automatiquement. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Et on retrouve, vous allez voir que sur ces listes-là... Déjà, quand on vous dit qu'on ne connaît même pas le nombre exact d'Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire. Voilà, donc quand des fois on s'amuse à aller regarder certaines listes, on regarde qu'il y a des gens qui sont décédés il y a des années
qui apparaissent toujours sur la liste électorale. Alors que ça pouvait déjà être corrigé si déjà à la base, les états civils sont bien faits et que cet état civil permet de radier les décès, même en ce qui concerne les élections, quand quelqu'un sort du pays, c'est-à-dire qu'il est résident ailleurs, il y a des endroits où on peut cocher pour les désactiver de la liste électorale et autres. Donc, il y a de ces mécanismes-là. Quand il y a les décès également, dès que les mairies ou choses sont saisies, il y a les certificats de décès, de cause de décès. Donc, dès que c'est fait, on dilate ces personnes décédées. Et là, on n'aura plus à faire les doubles, triples dépenses. Chaque fois, on fait révision des listes. On sait que c'est une manne financière pour certains. Bien sûr. Qui ne font que prier pour qu'il y ait plusieurs élections pour pouvoir trouver leur part. Ici, l'opposition soupçonne des fraudes parce que, en général, les listes électorales en Côte d'Ivoire, c'est entre 4 et 5 millions d'inscrits. On est allé jusqu'à 7 millions 500. L'opposition pense que les listes électorales ont été gonflées. Oui, c'est possible que les listes soient gonflées, mais il n'y a rien à reprocher à Ouattara. Parce qu'on lui a laissé tout un boulevard et il en a profité. Vous imaginez au moment où l'opposition est en train de boycotter. Et vous imaginez les résultats d'un recensement électoral équivalent à 2 millions ou 3 millions. Ce serait toute une honte vue pour Alassane Ouattara. Donc ce qu'il peut faire, c'est de tout faire pour que les chiffres qui sortiraient de ce recensement-là l'arrangent beaucoup plus. Et surtout aux yeux de l'opinion nationale. Et là, ça confirme les soupçons de fraude. Oui, bien sûr. Du moment où il y avait beaucoup qui n'étaient pas sortis à l'époque, donc Ouattara, les résultats peuvent être arrangés. À l'époque, les résultats peuvent être arrangés. C'est possible que les résultats soient arrangés. Parce que Ouattara ne voudrait pas avoir des soucis en ce qui concerne le nombre de votants et autres, le nombre d'inscrits. Qu'on dise que c'est 3 millions qui sont inscrits. Et maintenant, si 3 millions s'inscrivent au jour du vote, on va avoir combien? 1 million ou 2 millions? Ça va être tellement compliqué. Donc, je pense que c'est des choses qui ont été bien réfléchies et on a eu les 7 millions-là. Mais au-delà de tout, on peut parler de fraude, mais je pense que si Ouattara se positionne, il va rempiler. Il va rempiler parce que tout est en sa faveur aujourd'hui. Le recensement électoral, les 7 millions, c'est en sa faveur. C'est en sa faveur. On peut ajouter 900 000 et autres, mais pour ce qu'il y a maintenant, c'est en sa faveur. Maintenant, sur le plan liste électorale, la liste électorale, elle est en sa faveur. Au niveau de l'armée, et les amis certains amis, anciens amis de Guillaume Soro ont regagné le camp Ouattara. Ils sont devenus amis. Ouattara, donc au niveau de l'armée, il n'a pas trop de problème. Donc au niveau de la communauté internationale, il n'a pas de problème. Si on laisse Ouattara aller à cette élection-là, Ouattara va gagner. Il y aura peut-être crise. Les gens ne vont pas accepter, ainsi de suite. Mais ce que moi je suggérerais, il faut éviter ces histoires de fraude ou de contestation. Après, ce que je suggérerais comme bon nombre d'opposants ivoiriens, c'est que Ouattara ouvre un dialogue, que la classe politique ivoirienne s'asseye autour d'une table pour redéfinir une nouvelle carte pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est tellement important. Si Ouattara veut encore aller, qu'on lui laisse aller terminer ce mandat-là, commencer et terminer un autre mandat, et maintenant qu'après Ouattara, qu'il y ait une nouvelle histoire pour la Côte d'Ivoire. Parce que techniquement, Ouattara va les battre. Seul un dialogue sérieux et serein peut sauver la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, aujourd'hui, s'il y a cette cristallisation autour des listes électorales, on sait que c'est des germes de conflit en perspective. Oui, nos élections riment toujours, n'est-ce pas, avec élection, contestation, et dialogue. Par exemple, ces élections où, honnêtement, Alassane Ouattara devrait déjà, c'est-à-dire, il devait choisir un autre candidat. Vous avez des gens que vous pouvez utiliser comme les Boy Scouts, qui sont des ministres, mais que vous ne pensez jamais qui peuvent être des présidents de la République. C'est des injures à nos classes, à notre classe politique. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Non, excusez-moi. Je suis pas d'accord avec vous. Excusez-moi. Parce que choisir quelqu'un comme dauphin, c'est une question de confiance. C'est une question de sécurité.
Et c'est une question de pragmatisme. On ne choisit pas n'importe qui pour devenir président, surtout en un laps de temps. Ouattara aujourd'hui est confronté aux critères temps. Ça va lui être difficile de choisir un candidat. S'il choisit un candidat, bon, il va tout faire pour que le candidat gagne, mais honnêtement... on a fait le débat ici la dernière fois et on lisait l'article 183 de la Constitution ivoirienne qui empêche Ouattara d'être candidat, en fait. L'article 183. Non. Parce que l'article dit clairement que il y a un certain nombre de dispositions de l'ancienne Constitution qui restent en vigueur, dont la limitation de mandat qui n'avait pas été touchée. Voilà. Donc, mais Ouattara n'a pas vu ça. Ouattara, c'est juriste constitutionnel, n'a pas vu ça. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est ces injures-là à nos classes politiques que vous pouvez être de Premier ministre, vous pouvez être ministre des Finances. Là, ce n'est pas la confiance. C'est-à-dire que quand on nomme quelqu'un ministre, on n'a pas confiance en lui, ça. Ou bien c'est ce que vous dites. Non, c'est des charges de responsabilité bien différentes. Oui, est-ce que vous voyez à quel degré, c'est-à-dire à quel niveau vous rabaissez la classe politique, tous ces grands hommes qui sont là et dont on a la fierté qu'ils font du bon travail et que vous dites qu'ils ne peuvent pas remplacer un président, c'est grave. Non, donc la classe politique ne devient pas un président qu'il veut quand même. Et Bakayoko, ou bien comment vous Ahmed Bakayoko ne devient pas président qu'il veut. Voilà, mais on l'a fait, mais ministre de la Sécurité. Ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Premier ministre. Premier ministre. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. S'il n'a pas confiance en lui, qu'il le dégage. Est-ce que vous voyez? Donc, Ouattara complique la tâche aux Ivoiriens. Quand on dit qu'il est quoi? C'est un humain comme tout le monde. C'est-à-dire que là où il est tout à l'heure, il peut tomber. Il tombe, qu'est-ce qui va se passer? Donc la Côte d'Ivoire n'a personne. C'est-à-dire que sa classe RHDP, il n'y a plus personne. C'est le RHDP lui-même qui allait lui faire allégeance. Donc, non, mais justement, c'est pas la faute de Ouattara. Oui, quand on connaît nos circuits politiques, comment c'est organisé le culte de la personnalité et autres, bon, ils ont refilé la patate. Je ne dirais pas chaud, bon, peut-être chaud, parce que son âge, comme on l'a dit, 78 ans. À moins qu'il ne va pas travailler, il va rester comme un seigneur, il regarde les gens travailler, et lui-même, peut-être, il s'occupe. On a déjà eu des présidents en fauteuil roulant, donc c'est pas un problème. Non, moi, sur ce point, moi, je voudrais... Le président ne travaille pas, c'est tout. Je voudrais revenir un peu sur ça. On doit partir à la pause, il y a l'heure. On va aller à la pause et on revient dans une dizaine de minutes.